Allez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. C'est parti pour un nouveau numéro de valeur ajoutée. Donc, on vous parle, et c'est important, des grands risques pour cette année pour les marchés financiers. Bonjour Thomas. Bonjour David. Thomas Friedberger. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à une année agitée, plus agitée en tout cas que 2021? Oui, c'est un peu tôt pour en tirer des conclusions, mais ce qu'on peut observer, ce qui est intéressant d'observer, c'est la remontée des taux d'intérêt longs aux États-Unis qui entraîne une remontée des taux d'intérêt longs un peu partout. Qui dans le fond est un peu normal quand on a 7% d'inflation, qu'on a 4% de croissance aux États-Unis, avoir des taux à 10 ans américains sur la dette souveraine à 1,5%, on se dit qu'il y a une anomalie, sauf que là, on sait que parfois les marchés obligataires américains tout d'un coup se mettent à bouger. Là, on s'est pris quoi, 15 points de base en 48 heures. Oui, on est à 1,70 à peu près sur le 10 ans américain, effectivement. Il fallait s'y attendre. Le Trésor américain va devoir émettre à peu près 300 milliards de dollars par mois sur les 2 prochaines années. Et donc, avec la Réserve fédérale qui est en train de réduire ses programmes d'achat, ça veut dire que le marché va devoir absorber à peu près 2 fois plus que ce qu'il a eu absorbé sur les 18 derniers mois. Et ça, ça veut dire probablement une remontée des taux. Donc après, ça dépendra de la demande pour les bons du Trésor américain, mais il faut s'attendre quand même à des dynamiques d'offres, on va dire, qui font que les taux longs doivent remonter. Ouais. C'est le risque numéro 1, encore une fois, qui pourrait faire dérailler les marchés financiers, notamment les marchés actions, cette incertitude sur la trajectoire des banques centrales, notamment de la Fed, qui est aux avant-postes. Avec hier, on a eu les minutes de la Fed qui nous dit en gros, si ça se trouve, les taux vont remonter plus vite et plus fort, et pourquoi pas. Certains membres de la Fed discutent d'une réduction du bilan. Aujourd'hui, on était sur un bilan qui se stabilise. Parler d'une réduction du bilan, c'est une hausse de taux déguisée, entre guillemets, non ? Oui, on voit bien que les banques centrales ont commencé à serrer la vis. Hein. Il n'y a pas que la Fed. La Banque d'Angleterre a remonté ses taux en décembre. La Banque de Norvège a été la première banque des pays développés, banque centrale des pays développés, à remonter ses taux. Oui, mais là, c'est la Fed. En décembre. Là, c'est la Fed, effectivement. Et on voit bien. Alors, la Fed restera accommodante. Enfin, toutes les banques centrales resteront quand même ce qu'on appelle behind the curve, avec une très forte pression politique pour que ça soit le cas, parce que les taux d'intérêt bas, ça permet aux États d'émettre de la dette sur avec un service de la dette réduit qui leur permet de faire des politiques budgétaires agressives. Donc il y aura une pression politique très forte. Et donc le fait que les banques centrales s'ajustent, mais tout en restant relativement accommodantes, fera probablement que le risque de marché baissier durable sera un petit peu écarté, je ne sais pas, mais sera un peu moins prégnant. En revanche, on a toujours dit que la nouvelle forme de correction, c'était la dispersion dans ce type de marché-là. Là, la dispersion, on est servi, parce que déjà en 2021, il y en a eu énormément. C'est-à-dire, ça fait une dispersion. C'est-à-dire qu'en fonction des secteurs, des valeurs. À l'intérieur des secteurs, à l'intérieur des géographies, à l'intérieur des indices, ou entre les secteurs, entre les indices. Si vous prenez le Nasdaq, par exemple, le Nasdaq a performé de 22% en 2021. Les 10 plus gros poids du Nasdaq ont performé de 36%, donc beaucoup plus. Et si vous prenez le Nasdaq ex les 50 premières valeurs en poids, il est négatif sur l'année 2021. Donc on a l'impression que les indices ont des trajectoires météoriques. En fait, quand on regarde le capot, on se rend compte qu'il y a des trajectoires très différentes. Et c'est pareil, à l'intérieur des secteurs, ça commence à bouger. C'est tout à fait normal. On rentre probablement dans un nouveau cycle de dépenses d'investissement pour les entreprises qui vont avoir besoin pour combattre la moindre mondialisation, pour combattre la remontée des taux d'intérêt, la remontée des taux d'imposition sur les sociétés, investir. Et ça fait 20 ans que le cycle d'investissement était faible parce que les taux étaient trop bas. Ça incitait les entreprises, au lieu d'investir, à faire de l'ingénierie financière, à racheter leurs actions, par exemple, financées par de la dette. Enfin, je coupe, en même temps, des taux bas, ça permet de rentabiliser plus facilement un projet d'investissement quand les taux sont bas. Oui, mais ça ne vous incite pas à investir sur le long terme. Ça vous incite plutôt à vous endetter pour faire de l'ingénierie financière sur le court terme. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ça explique aujourd'hui certaines pénuries. Hein. Il n'y a pas eu assez d'investissement dans les 20 dernières années. Là, les entreprises vont devoir investir, probablement dans la transition énergétique, dans la digitalisation, etc. Et quand vous investissez, alors on dit toujours que les dépenses d'investissement, les CAPEX, c'est un peu l'ennemi de l'investisseur en capital. Mais c'est l'ennemi de l'investisseur en capital parce que ça crée de la dispersion. C'est-à-dire que les bons investissements, il y a
que les bonnes sociétés qui les font, les bons management, les bonnes gouvernances qui les font. Et donc ça crée de la dispersion. Donc cette dispersion-là, elle devrait continuer à augmenter. Je reviens sur ce grand risque, encore une fois, les taux d'intérêt, et c'est lié, c'est le corollaire, c'est l'inflation, avec l'idée de savoir si en 2022, on aura toujours ce dérapage de l'inflation, notamment on pense aux États-Unis, ou un retour à une inflation plus acceptable par la Fed et les banques centrales. On sait que c'est censé être 2%, c'est toute la question de 2022. Aujourd'hui, on est à 7%, donc la question c'est à quel niveau, à quelle vitesse on va redescendre vers un niveau plus acceptable, et qui va dicter manifestement le virage et l'accélération de la Fed aujourd'hui. Alors si on regarde les prévisions début 2021 des économistes, il y avait très peu d'économistes qui disaient il y aura même de l'inflation. Là, il y en a. Alors maintenant, tout le monde dit elle est temporaire. En fait, il y a probablement... Le patron de la Fed ne dit plus que c'est temporaire. Il a dit en décembre, on arrête de dire temporaire. Et encore une fois, les promesses n'engageaient que ceux qui les écoutaient. Donc il y a une partie qui est probablement temporaire, qui est due en fait à ces disruptions qu'il y a eu et qui viennent du fait que la demande est toujours très forte parce que, notamment le consommateur américain, qui représente à peu près 20% du PIB mondial, a été beaucoup aidé dans la crise de la Covid. C'est quand même la seule période dans l'histoire des États-Unis où le pays en 2020 a été en récession alors que les ménages n'ont pas vu leurs revenus baisser. Et donc ces gens-là ont dépensé, ils ont acheté des actions, ils ont dépensé leur argent en achetant des biens et des services aussi. Ça a créé de la demande, l'offre n'a pas pu suivre. Ça a créé des pénuries, et ces pénuries-là, elles vont se résorber. Donc l'aspect inflationniste qui vient de ça devrait effectivement se résorber. Oui, en revanche, comme vous le savez, nous on pense qu'il y a des facteurs structurels à l'inflation, des facteurs notamment démographiques, puis des facteurs dus au point d'inflexion qu'on a atteint dans la mondialisation, qui fait qu'il y a ça et là des pressions salariales assez fortes, notamment au UK, aux US, qui font qu'il restera une inflation résiduelle. Oui, mais qui sera peut-être supérieure encore une fois à ce que la Fed souhaite, et donc qui va la pousser encore une fois à accélérer la cadence en matière de taux d'intérêt, de réduction du bilan. Et ça, c'est de mon point de vue, un risque très important sur 2022. C'est le premier risque que je vous ai listé, c'est le risque de stagflation, qui est donc le risque de ralentissement de la croissance. Ah oui, parce qu'en plus, en plus, les taux montent. Puis il y a de l'inflation et la croissance ralentit. Donc on a un effet ciseau. Oui, il y a un effet ciseau. Alors, c'est un risque. Peut-être que la croissance ne va pas ralentir, mais quand on regarde la trajectoire de la croissance chinoise, qui est quand même le deuxième PIB au monde, la croissance chinoise doit ralentir. Elle doit ralentir parce que la Chine change de modèle de croissance. C'est un modèle de croissance qui maintenant est beaucoup plus focalisé sur le long terme, sur l'environnement, la réduction des inégalités, la réduction de son indépendance vis-à-vis du dollar américain. Ça implique un changement de trajectoire de croissance de la Chine et donc de la croissance mondiale. Et donc effectivement, il se peut que si l'inflation reste relativement élevée, on ait une sorte de stagflation. Alors ça ne sera pas la stagflation des années 70-80 qui a été extrême, mais ça sera certainement un challenge pour les marchés. Autre tension possible cette année, les trop risques et les tensions entre la Chine et les États-Unis. Mais j'ai envie de dire pourquoi plus en 2022 qu'en 2021 ou en 2020 ? Parce que ça va en grandissant. La rhétorique des deux côtés du Pacifique n'est pas forcément très, très encourageante. Alors le risque, attention, c'est pas un risque de conflit armé. Ça, on n'en sait rien. Enfin, les marchés n'ont jamais été très bons à prédire des risques de conflit armé, donc c'est pas ça qu'on regarde. Ce qui nous inquiète un peu plus, c'est le risque de bifurcation, le risque de découpling, comme disent les Américains. Et sur les entreprises, c'est pas très bon parce que ça veut dire que s'il y a deux systèmes, deux normes, deux systèmes monétaires qui se mettent en place en parallèle, et qu'en plus de ça, chaque camp incite les entreprises à choisir leur camp. Et ça, on l'a bien vu avec l'affaire AUKUS, etc. Chaque pôle demande à ses alliés, à ses pays et aux entreprises de ces pays de choisir leur camp. Et en fait, ça va forcer les entreprises à avoir déjà, ça va fermer des marchés. Et puis ensuite, ça va obliger les entreprises à opérer avec deux systèmes différents, deux types de normes, etc. Et ça va avoir un coût. Autre risque pour les marchés, le risque cyber, selon vous ? Risque cyber, il ne faut pas le sous-estimer. En même temps, la menace est imminente ou La menace est permanente, je dirais. C'est un des risques identifiés d'ailleurs par Jérôme Powell, si je ne me trompe pas, comme le plus gros risque aujourd'hui qui pèse sur le système financier. Et donc qui pourrait prendre quelle forme ? Alors, qui dit risque dit c'est des attaques, les attaques, les ransomware, etc. Chez Tikehau, on a la chance de gérer le plus gros fonds d'un Américain de venture capital dans la cybersécurité, de private
equity dans la cybersécurité. Donc on voit peut-être mieux que la moyenne ce qui se passe dans ce secteur-là. Alors qui dit risque dit opportunité, ça représente une énorme opportunité d'investissement pour ce secteur-là. Mais aujourd'hui, les entreprises doivent se protéger contre le risque cyber très clairement, et c'est un risque majeur pour une économie qui est très mondialisée, très techisée, on va dire. Avec beaucoup de data, évidemment. On retient, et on se quitte là-dessus, que le risque numéro 1, c'est ce couple, ce cocktail, inflation, taux d'intérêt. Exactement. C'est ça qui pourrait dicter largement l'évolution des marchés. Merci beaucoup. Explication signée Thomas Friedberger. Merci. Et Valeurs Ajoutées revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.